Il y a des matchs qui deviennent légendaires. Le scénario prend le dessus sur l'analyse et le mythe laissé fait oublier la tactique. En ce soir de 2005, Liverpool-Milan en fait incontestablement partie. Mais 18 ans après, comment Liverpool est remonté face au Milan AC? C'est parti pour un nouvel épisode de Deviens tacticien. On se retrouve aujourd'hui pour reparler d'un mythe, peut-être de la plus grande finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé parce qu'ils sont trop jeunes, c'est l'occasion pour vous de vous replonger dans de la tactique. On va peut-être commencer par la composition des équipes. Et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe du Milan AC, ça va être primordial qu'on repasse là-dessus. Parce que quand on regarde cette équipe, il n'y avait que des légendes, que des stars. Dida dans la cage, Maldini, Stam, Nesta, Cafu, une équipe de malades. La défense a été quasiment impassable à l'époque. Au milieu de terrain, Pirlo devant la défense, Gattuso, Seedorf en 8, Kaka en 10 et devant Crespo, Shevchenko, Le Turagage, Cheva. On va voir que dans cette composition des équipes, c'est les deux joueurs qui vont le plus nous intéresser à Milan. Ça va être Kaka et Pirlo, on en reviendra par la suite. À Liverpool, il y avait beaucoup moins de stars, c'était beaucoup moins marketing si on pourrait dire ça comme ça. Mais par contre, un duo du milieu de terrain avec Xabi Alonso et Steven Gerrard, rien que ça. Et on verra que Steven Gerrard a changé le cours de cette finale. On va y revenir par la suite. Pour les autres joueurs, je ne vais pas forcément vous les citer, on va pas s'attarder forcément dessus. Parce que c'est pas forcément des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Mais cette année, en cette année de 2005, qui ont marqué l'histoire d'un match et d'une finale. On voit que le 4-4-2 en losange du Milan AC a posé un énorme problème au 4-4-2 de Liverpool. Le 4-4-2 de Liverpool, à l'époque, dans les années 2000, c'était quelque chose qui était très récurrent, ce 4-4-2 à plat, et utilisé à peu près par toutes les équipes au monde. Mais on se rend compte, dans ce schéma, que entre les deux lignes de 4 de Liverpool, il y avait Kaka qui était tout le temps entre la ligne de défense et la ligne de milieu, et Andrea Pirlo qui était entre la ligne d'attaque des deux attaquants et entre la ligne du milieu de terrain de Liverpool. Et ces deux joueurs ont fait un énorme dégât. Dans un premier temps, on peut s'apercevoir que Pirlo était tout le temps trouvé entre les lignes pour pouvoir, dans son rôle de regista, organiser le jeu de derrière et casser la première ligne, et Kaka était tout le temps trouvé entre les deux lignes de défense et de milieu de terrain, et il leur avait fait un mal fou à chaque prise de balle. Il éliminait les joueurs de Liverpool très facilement par ses contrôles orientés, ses prises de balle, et on verra que certains buts sont venus de ces deux joueurs là. Au niveau de Liverpool, comme on en a parlé dans l'introduction, les deux joueurs majeurs de Liverpool étaient Steven Gerrard et Xabi Alonso. Le souci, c'est que ce 4-4-2 à plat de Rafael Benitez n'a pas permis à ces deux joueurs là d'être dans une position où ils pouvaient faire vraiment mal à Milan. Pourquoi? C'est que en général, quand Liverpool avait le ballon, tu avais les 4 défenseurs qui relançaient, et Gerrard et Xabi Alonso était très bas pour essayer d'arriver à trouver des décalages sur les deux milieux excentrés, notamment Rizeux qui a beaucoup centré ce soir-là. Mais c'était un jeu très stéréotypé avec vraiment deux milieux de terrain très bas. Et Gerrard qui était très bon dans la capacité à se projeter, à marquer, à faire marquer, ne pouvait pas exploiter ça. Parce que dès qu'il se projetait, Xabi Alonso se retrouvait seul. Et seul contre les 4 milieux de terrain de Milan, c'était du suicide absolu. Le problème, c'est que le jeu de Liverpool finissait tout le temps sur des centres des deux côtés et n'a pas permis à Liverpool de se créer des grosses occasions. A l'inverse, le Milan AC, eux, c'était très simple. Récupération, on trouve Pirlo entre les lignes. Pirlo ce soir-là en première mi-temps, était joué dans un fauteuil, a pu trouver facilement les latéraux et notamment a surtout pu trouver le maestro Ricardo Kaka. Et ce soir-là, Kaka s'est amusé. Le premier but vient de lui, vient d'un petit pont. Dès la première minute de jeu où il met un petit pont et ça fait coup franc, Pirlo encore une fois tire le coup franc, Maldini marque. Et sur les deux autres buts, là où on va vraiment s'intéresser à ça, parce que Pirlo sur le deuxième but, récupération, interception, on trouve Kaka, et Kaka derrière il trouve la passe, ça fait but. Pas arrêter Pirlo. Mais on se dit, vu le talent de ces deux joueurs là, comment on peut arrêter Kaka, comment on peut arrêter Pirlo? Et à la mi-temps, il y a déjà 3-0. On se dit, contre ce Milan-là de Ancelotti avec toutes ses stars, comment Liverpool peut bien arriver à revenir contre ce Milan? Rafael Benitez a surpris tout son monde, et c'est là où pour moi on rentre dans une analyse légendaire au niveau tactique. Pour vous qui êtes entraîneur peut-être dans votre club, c'est là où pour moi il va falloir avoir une grande réflexion là-dessus, parce que tous les entraîneurs, plus ou moins notamment en France, se seraient dit on perd 3-0, on fait sortir un défenseur ou un milieu, on fait rentrer un attaquant. C'est de façon de jeu plus offensif. Sauf que Benitez a absolument fait le contraire. Benitez est passé en une sorte de 3-2-4-1. Il a fait rentrer Dietmar Hamann à la place de Finan qui était le latéral droit. Pourquoi? Il est passé à 3. Traoré est passé en charnière centrale avec notamment Carragher et Ipia. Ça a permis de créer une supériorité numérique contre Crespo et contre Shevchenko à la relance.
Et ensuite, Kaka a été muselé en quasiment marquage individuel par Djed Maraman. Et ça a libéré Xabi Alonso qui était dans un rôle un peu comme Pirlo à Milan de regista. Et il y avait une supériorité numérique à la relance, une supériorité numérique un peu plus haut sur Kaka. Et Gerrard, ça l'a complètement libéré. Gerrard est en fait monté d'un cran avec juste derrière Milan Barros. Et on se rend compte que sur les premiers quarts d'heure, Liverpool a complètement enfermé Milan dans ses 30 derniers mètres. Et ça a mené finalement aux 3 buts de Liverpool. Sur le premier but, c'est Steven Gerrard qui se projette et qui marque de la tête sur un centre de Rize. Sur le deuxième but, c'est Djed Maraman qui reste un peu plus bas en marquage individuel sur Kaka et qui permet à Xabi Alonso de se projeter et de faire une passe décisive à Smither, sur la frappe de Smither. Et sur le troisième but, c'est Gerrard qui se projette sur une remise de Barros et qui capture le penalty. Donc, ce 3-2-4-1 a, comme je l'ai dit, totalement enfermé Milan dans ses 30 derniers mètres. Et Liverpool a retourné le match, mais en un quart d'heure. C'est ça qui est complètement fou au niveau du scénario, c'est qu'on se dit, mais contre ce Milan-là, marquer 3 buts en un quart d'heure en étant mené 3-0 en finale de Ligue des Champions. Ce changement de Rafael Benitez a tout changé. L'utilisation de la largeur par Rize et Smither était beaucoup plus facile parce que on parlait peut-être une fois des 5 couloirs guardioliens qui sont aujourd'hui beaucoup plus expliqués, mais à l'époque c'était quelque chose de peu expliqué. Finalement, quand on voyait qu'il y avait Gerrard dans un des demi-espaces, il y avait même des fois Carragher qui se projetait de la défense centrale sur les phases offensives qui venait manger le couloir droit, il y avait Rize complètement couloir gauche, il y avait Smither dans le demi-espace droit, et il y avait Milan Barros qui occupait l'axe. Pirlo était complètement pris par Gerrard chaque première relance, donc on avait parlé que Kaka était pris par Djed Maraman, mais Pirlo, à la première relance, ne pouvait plus être dans un fauteuil et faire ses contrôles orientés, ses prises de balle et jouer vers l'avant sur Kaka, sur Seedorf ou sur Gattuso. Il ne pouvait plus. Il était complètement pressé à chaque prise de balle par Steven Gerrard ou même des fois par Smither. Et Liverpool récupérait le ballon dans les 30-40 mètres de Milan à chaque fois. Et ça a été une invasion de Liverpool. Il y a eu énormément d'occasions qui auraient pu faire but, notamment une frappe de Xabi Alonso à un moment donné. Et Liverpool est remonté. La suite, peut-être que certains vous la connaissez. La suite, donc Liverpool emmène Milan en prolongation. Il y a un arrêt qui est peut-être le plus grand arrêt de l'histoire du football, ou un des plus grands arrêts de l'histoire du football. C'est la frappe de Shevchenko à 2 mètres des cages et Dudek fait un arrêt qui restera dans le mythe footballistique. Shevchenko aujourd'hui en fait encore des cauchemars apparemment. Liverpool a fini par gagner au tir au but. Aujourd'hui, en dehors du scénario, moi sur quoi je voulais revenir, c'était vraiment cette vision plus pragmatique du football, même si on est rentré dans le mythe aujourd'hui, parce que forcément un scénario comme ça on en reverra peut-être plus beaucoup, mais ce changement de Rafael Benitez à la mi-temps a totalement changé le cours du match, et le fait de créer des supériorités numériques à la relance, au milieu de terrain, et l'utilisation de la largeur devant en libérant son meilleur joueur qui était Steven Gerrard, au lieu de rester dans son schéma de base qui aurait été ce que beaucoup de coachs auraient fait. Moi, mais mon équipe joue en 4-4-2 de base, on garde Steven Gerrard et Xabi Alonso. Non. On fait rentrer un milieu défensif alors qu'on est mené 3-0 pour justement solidifier derrière et créer supériorité numérique et libérer notre meilleur joueur pour qu'il soit en situation de marquer. En tout cas, j'espère que ce format de Deviens Tacticien vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, sur TikTok. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marco. Ciao.